Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Grand Lac. Quel bonheur de vous retrouver en ce mercredi matin pour cette émission spéciale en direct, bien sûr, de nos studios sur le 92.1 radiograndlac.com et plein d'autres moyens de nous suivre. Alors une émission spéciale où on va parler météo ce matin à 2 jours du printemps météorologique qui commence le 1er mars. Il nous a semblé utile de faire donc une émission dédiée à la météo à Aix-les-Bains, à la météo sur notre territoire, en dressant un bilan de l'année 2023, en voyant les perspectives de 2024, en parlant un peu de ce changement climatique dont on nous parle si souvent à la télévision. Et pour ça, nous avons une chance extrême à Aix-les-Bains, c'est que nous avons un spécialiste, un amateur, c'est-à-dire celui qui aime, c'est vraiment un professionnel de la météo. C'est notre Louis Baudin à nous. Pour les plus anciens, notre Alain Gélopétré. En tout cas, il a le même sourire, il a la même gentillesse que nos présentateurs vedettes. C'est Mathis Brancard qui est avec nous. Bonjour Mathis. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Ça va Mathis ? Écoutez, très bien, et vous ? Impeccable. Voilà, donc puisqu'on va avoir plein de renseignements et d'informations sur la météo locale et la météo de notre territoire. Alors, Mathis, il est âgé de 24 ans, il est tout jeune et il est passionné de météo depuis l'âge de 10 ans. Pourquoi cette passion pour la météo ? Alors écoutez, c'est une passion parmi tant d'autres que j'ai, j'en ai quand même plusieurs, et la météo, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est les phénomènes extrêmes. Oui. Tous les phénomènes un peu violents, quoi, les orages et tout ça. Qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà. D'accord. Et ce sont des événements qu'on connaissait presque peu avant chez nous, et maintenant on a encore eu jeudi dernier, là le soir, en plein hiver, on s'est pris une tempête, un coup de vent, quoi. Oui, effectivement, tout à fait. Alors c'est un phénomène assez exceptionnel. Alors sur un titre, c'est notamment qu'on a eu un orage, parce qu'en fait, au départ. Alors, l'activité était bien prévue en fin de journée. C'était la tempête Louis, là. Oui, exactement. Donc, c'était lié effectivement au passage de la dépression tempête Louis. Et donc, on avait bien un front froid qui allait arriver sur notre secteur le soir. Mais ce qui n'était pas prévu, c'était la violence, effectivement, des phénomènes, c'est-à-dire les rafales de vent. On en a relevé une à 98 km/h. C'est beaucoup. Ce qui est beaucoup, surtout à cette période de l'année, ce qui n'est pas exceptionnel. On a déjà eu des rafales à plus de 100 km/h lors d'orages d'été. Mais là, on a eu un orage un petit peu en plein hiver, ce qui n'était pas forcément prévu. Alors, on va parler de tout ça, on va parler de cet événement et des 3 événements qui ont un peu commandé l'année 2023. On fera les perspectives de 2024, puisque le printemps, comme je disais, commence météorologiquement le 1er mars. Donc quelles vont être les grandes tendances du printemps ? Quelles vont être, est-ce qu'on peut le dire, déjà les grandes tendances de l'été, comme les anciens disaient, il fera chaud en été, il fera froid en hiver, et puis tout ira bien. Et puis parler peut-être un petit peu plus de termes un peu plus techniques, la météo, le climat, qu'est-ce que c'est que tout ça, puis voilà les phénomènes extrêmes, et puis présenter cette page météo que tu as sur Facebook. Alors avant toute chose, donc tu es aixois, présente-toi un petit peu, tiens. Oui, tout à fait. Alors oui, je suis aixois, donc vous l'avez. C'est déjà une qualité. C'est déjà une belle qualité et fier de l'être. Je suis également chargé de projet mobilité. Et puis je suis également correspondant de presse, et puis je suis également dans une association de quartier des hauteurs d'Aix-les-Bains en tant que référent. D'accord, donc un jeune homme engagé dans la vie de notre territoire, auprès de la population, tout à fait, auprès des collectivités locales. Donc merci beaucoup pour cet engagement. Et donc à 10 ans, tu es devenu passionné de météo, donc on l'a vu à travers les phénomènes extrêmes que l'on ne connaissait pas chez nous. On a bien tout le temps eu des coups de vent, des tempêtes, des phénomènes qui se différencient un peu de la normalité, mais on en avait quand même moins. Tout à fait, on en avait quand même moins. Alors du recul que j'ai et de ce que j'ai pu effectivement voir parmi les relevés météo, effectivement, on en avait moins. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils étaient moins importants, mais aujourd'hui, la fréquence est plus élevée et quand même leur intensité est plus forte. Est plus forte. Et ça peut frapper à n'importe quel moment de l'année. Alors, on a quand même des périodes plus précises. Les orages, c'est quand même plus du printemps à l'automne. Mais aujourd'hui, preuve en est la semaine dernière, on peut en avoir aussi pendant l'hiver. Quelle est la définition exacte pour un météorologue d'un orage ?
Un orage, c'est un phénomène extrême qui se produit généralement en un point donné, donc qui peut être extrêmement dangereux, parce qu'en fait, on ne peut pas forcément bien le prévoir à l'avance à l'endroit où il va éclater, où il va arriver. Et puis surtout en termes d'intensité, on peut le voir arriver, mais pas forcément prévoir ce qui va se passer à l'endroit précis, parce que ça fait partie des phénomènes météo les plus compliqués à prévoir. On ne sait pas vraiment, voilà, on sait qu'il y a une zone d'orage, mais on ne sait pas vraiment s'il va taper sur Aix-les-Bains, sur le Bourget du Lac ou surtout. C'est ça, tout à fait. Alors nous, en plus, voilà, quand on habite un peu sur les hauteurs du lac du Bourget, on sait que les perturbations, les orages, ils viennent de l'ouest, ils viennent de Culose, de Belay, et soit ils prennent le lac, et là, ça peut être très dangereux, soit ils prennent le Rhône. S'ils prennent le lac, donc ils descendent sur Aix, et puis après il y a ceux qui montent aussi de la Cluse de Chambéry, puisque il y a le rôle des montagnes aussi avec. Alors, vas-y. Effectivement. Explique-nous un peu par rapport au territoire, comment se crée les orages. Alors oui, alors c'est vrai qu'on est vraiment dans un territoire où il y a une moyenne d'orage qui est supérieure à la moyenne nationale. On a une 30aine de jours d'orage par an, alors que la moyenne nationale est plutôt à une 20aine. Donc c'est plus important. 30aine de jours d'orage en moyenne par an. Voilà, selon les. Oui, parce qu'il y a les montagnes. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, il y a deux phénomènes ici. Donc, il y a d'abord l'effet du relief qui va accentuer la présence des orages puisque l'air va être plus instable. L'air chaud des vallées va monter le long des reliefs et par conséquent, l'air va s'instabiliser. Donc, c'est pour ça qu'on a plus souvent des orages l'été ici que dans d'autres régions de France. Ça, c'est le phénomène orographique des reliefs. Et puis, on a également un deuxième phénomène, ce sont les orages typiquement qui viennent de l'ouest, qui passent la dent du chat, qui eux sont généralement liés à un front froid qui arrive sur de l'air chaud. Alors, je te coupe, mais oui. Ils passent la dent du chat, c'est plutôt qu'ils arrivent par le nord, par Chana, par la Chautagne, hop. Alors, soit ils prennent le Rhône, comme on dit, c'est peut-être pas très scientifique ce que j'ai là. Soit ils prennent le Rhône et on se dit ouf, l'orage, voilà, bon, on a juste un petit peu de pluie, voilà, un petit coup de vent. Soit ils prennent le lac et là, Aix reçoit quoi. Alors voilà. Tout à fait, parce qu'en fait, quand ils arrivent à passer la montagne, ils se bloquent en fait entre le Revard d'un côté et la dent du chat de l'autre, entre l'Épine et les Bauges. La Chambotte et puis voilà. Aussi, la Chambotte et la Cluse chambérienne. Donc en fait, les phénomènes sont plus exacerbés parce qu'en fait, on a plus de pluie parce que les nuages restent bloqués dans la vallée, ce qui fait qu'on peut avoir des cumuls de pluie plus importants que ce qui est envisagé. Est-ce que sur notre territoire, le lac, avec sa masse, avec sa grandeur, puisque c'est le plus grand lac naturel de France, est-ce qu'il a un rôle à jouer sur le climat? Est-ce qu'il tempère le climat? On sait qu'à Brison-Saint-Innocent, à Brison-les-Oliviers, c'est la Méditerranée. Même quand on est à la Chambotte, qu'on est vraiment au village de la Chambotte, c'est le climat montagnard et continental. Quand on a passé le tunnel, on est Méditerranée. Donc voilà, ce lac, il a un rôle à jouer sur notre climat. Toutes les étendues d'eau, notamment les grandes étendues d'eau, jouent un rôle d'après les données scientifiques qu'on a pu voir, d'après certains scientifiques. Le fait que les eaux du lac se refroidissent moins vite souvent que l'air qui est sur la Terre, on a du coup des microclimats. On peut très bien avoir un air plus froid sur Aix-les-Bains et puis le lac l'hiver qui ne descend généralement pas en dessous de 6-7 degrés sur les eaux de surface. Donc ça peut jouer, ça a un effet de microclimat local qui est plus élevé encore du côté de Brison-Saint-Innocent, puisque Brison-Saint-Innocent est protégé du nord. Tout à fait. Donc, est protégé du nord. Donc voilà, toute cette géographie locale induit le climat de notre territoire. Et alors en 2023, ça a joué comme les années d'avant. Quel est un peu le bilan de cette année 2023 à Aix-les-Bains et sur le territoire de Grand Lac, quoi? Oui, alors tout à fait. Alors pour cela, on a des données météorologiques qui sont établies à la station Météo France qui est à l'aéroport de Vauglan, au sud du lac, tout à fait. Donc qui sont quand même très locales. Donc ça nous permet quand même de dresser un bilan très précis de ce qui se passe chaque année du côté d'Aix-les-Bains. Et donc, ce qu'on peut constater pour l'année passée, c'est que c'est encore une année chaude, une nouvelle fois, mais moins sèche qu'en 2022. Oui, tout à fait. Parce qu'en 2022, on se rappelle quand même de l'épisode de crise, de sécheresse qu'a connu le territoire de Grand Lac, avec notamment tous les agriculteurs. Ça, c'est quand même très compliqué. Oui, tout à fait. Alors, l'année dernière, le mois de juin et juillet ont été quand même arrosés, quoi. Alors l'année dernière, l'année dernière du côté des précipitations, on a eu un printemps extrêmement arrosé. Et quand je dis extrêmement arrosé, on a eu quand même eu le mois de mars, le deuxième mois de mars le plus arrosé, depuis le début des relevés à la station. Par contre, en sachant qu'on avait quand même eu 40 jours avant sans aucune pluie. Exactement. Par contre, du mois de mai au mois de septembre, on a eu moins de pluie que la moyenne. D'accord. Mais par contre, en fin d'année, rebelote, on a eu un mois d'octobre et de novembre extrêmement arrosé.
Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que les saisons se décalent puisque mai, juin maintenant sont des mois qui sont plus quand même aussi beaux qu'avant, sauf exception bien sûr, et septembre, octobre, jusqu'à la Toussaint, on est quasiment sûr maintenant d'avoir beau temps et puis d'avoir même doux, quoi. Tout à fait. Alors en fait, on a plutôt de transitions, en fait, ou alors les transitions sont plus abruptes. En fait, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'effectivement, les vagues de chaleur, elles ont tendance à être plus longues, du moins à s'étaler plus sur l'automne. Ça, c'est un phénomène nouveau qu'on ne sait pas avant. Une vague de chaleur caniculaire fin août, début septembre, non, ce n'est pas normal aujourd'hui. Avant, en général, les périodes de canicule, c'est entre mi-juillet et mi-août. Oui, tu vois, 14 juillet, 15 août, quoi. Voilà, hein. En gros, c'est ça. Alors que l'année dernière, on a eu une vague de chaleur exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est produite fin août. Et notamment, on a battu un record, on a dépassé les 40 degrés sous abri à l'ombre, à la station de Météo France à Chambéry. Du moins, donc, à l'aéroport. Et ça, c'était unique. On n'a jamais atteint les 40 degrés. La dernière fois, c'était 38,8 lors de la canicule de 2003. Donc, toi, tu te bases donc sur les données de Météo France. Tu as aussi une station météo, les outils, les appareils. Alors, j'ai pas les outils aussi, on va dire, professionnels qu'ils peuvent avoir. Moi, j'ai une petite station météo, mais pour les statistiques et les tendances et les moyennes, je me base plutôt sur les données Météo France qui sont au moins certifiées. Alors, on reviendra sur le bilan 2023, mais c'est quoi une station météo ? Quels sont les outils que tu as, toi, par exemple ? Parce qu'on a tous le baromètre où quand on tapote le matin, il monte. Voilà, c'est plutôt bien. S'il baisse, il va pleuvoir. Ça marche tout le temps, c'est la pression atmosphérique. Tout à fait. Parfois, il y a certains qui ont le pluviomètre pour mesurer tout ça. Toi, tu as quoi comme instrument météorologique ? Alors, comme instrument météorologique, moi, j'ai une station, on va dire, qui est assez simple pour l'instant. Ouais. Alors, j'envisage effectivement d'avoir des équipements un peu plus professionnels. Alors, quand j'ai équipement professionnel, c'est un anémomètre pour le vent, un pluviomètre pour la pluie, donc pour mesurer les quantités de précipitations. Alors aujourd'hui, moi j'ai des sondes de température, d'humidité, la pression atmosphérique, tous ces éléments-là, mais on voit bien que c'est insuffisant pour faire des relevés sur le long terme. Donc tu as tout ça et tu relèves ça tous les matins ou ? Alors, j'essaye effectivement de relever ça au maximum tous les jours, quotidiennement. Ça me permet après d'avoir des tendances, mais comme je dis, effectivement, les données de Météo France sont plus précises et sont surtout contrôlées et vérifiées. Tout à fait. Alors, continuité du bilan de 2023. Oui. Tout à fait. Donc, on a vu côté pluie que c'était très segmenté avec printemps, automne humide et puis été plus sec. Mais ça, c'est pas si surprenant que ça parce que c'est un peu ce qui se produit depuis plusieurs années. Force est de constater. Et puis, du côté des températures, phénomène important, aucun mois n'a été plus frais que la normale. Voilà. Aucun mois n'a été plus frais que la normale. Non. On a vraiment cette impression que voilà, c'est tout le temps de plus en plus chaud. On bat tout le temps des records de température, quoi. Oui, en fait, chaque année, on dit on bat le record, mais en fait, on bat le record souvent de l'année précédente, qu'on a battu l'année d'avant, etc. En fait. J'avais lu une fois l'année dernière que chaque été que l'on va vivre, que l'on va vivre maintenant, sera le moins chaud du reste de notre vie. Alors, écoutez, puisque voilà, ça va aller de plus en plus chaud. Oui, alors ça c'est possible. Alors, quand on regarde les moyennes lissées sur plusieurs décennies, on va justement sur la définition de climat parce que c'est un peu ça aussi. C'est une moyenne lissée sur plusieurs décennies, au moins 30 ans. On voit qu'effectivement, de plus en plus, les années, notamment les étés, sont plus chauds, sont plus doux, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les hivers. On voit bien le déficit de neige qu'on a chaque hiver, que ce soit en montagne, mais même en plaine. Oui, tout à fait. Il y a moins de neige, alors qu'il y a encore quelques années, 2010 et puis même les années autour, où on avait de la neige tous les matins, quoi. Alors, on se rappelle évidemment de 2010 avec les 40 cm de neige à Aix-les-Bains. On se rappelle aussi de la vague de froid de février 2012, exceptionnelle aussi, qui a duré plusieurs dizaines ou quinzaine de jours avec des températures en ressenti à moins 15, moins 20 degrés. Oui. Ce sont des choses effectivement exceptionnelles, ponctuelles. Est-ce qu'on les revivra encore ? C'est possible. On ne peut pas dire non. Pour autant, la probabilité est plus faible. Est-ce qu'on peut revivre un mois de février 56 où il faisait Super Bowl 31 janvier où tout le monde était dehors en bras de chemise et ensuite ça fait moins 30 pendant un mois. Est-ce que c'est encore c'est envisageable, oui ou pas, quoi? Alors de telles tendances sont encore envisageables. Toutefois, en termes d'intensité, on sera certainement sur des phénomènes moindres. On sera peut-être pas sur des vagues de froid aussi importantes. D'accord. Donc, bilan 2023, on parle un petit peu de tout parce que c'est tellement passionnant. Donc, on a parlé de la pluviométrie, on a parlé des températures et quel est le troisième phénomène ? Le troisième paramètre
qu'on mesure aussi. Donc il y a pluie, température, il y a aussi l'ensoleillement. Oui. Eh ben, écoutez, sur l'année 2023, on a eu un ensoleillement dans les normales. Voilà, par rapport à un normal qui est de 1900 heures, on a eu 1932 heures de soleil, voilà, donc c'est tout à fait normal, c'est anecdotique. Comment sont calculées ces moyennes ? Les moyennes, alors, elles sont calculées soit annuellement, soit mensuellement. Et en fait, pour se référer à la moyenne, pour dire, il y a plus que la moyenne, on se base sur une période qui est normalisée, qui est, à l'heure où je vous parle, 91-2020. Donc, en fait, pourquoi ? Parce que c'est une période de 30 ans. Et climatiquement parlant, en termes de vérification des données météo, on se base sur des périodes de 30 ans. De 30 ans pour qu'il y ait quand même une continuité, C'est ça. Et on les remet à jour là. Jusqu'à peu, c'était 80-2010. Maintenant, on est passé en gros 90-2020 l'année dernière, justement parce qu'on remet à jour et on décale aussi dans le temps. Et on a l'impression, quand on écoute les bulletins météo à la télévision, qu'on n'est jamais dans les normales. On est soit en dessous des normales, soit en dessus des normales, mais on n'est jamais dans la normale, quoi. Alors c'est vrai, et c'est encore plus vrai ces dernières années, puisqu'on a, comme on le disait juste avant, des phénomènes plus extrêmes, des périodes de canicule plus importantes, des périodes de douceur l'hiver plus importantes, ce qui fait qu'on est toujours soit au-dessus des normales niveau température, et puis ponctuellement au-dessus des normales côté pluie, ou bien en dessous quand on est en période de sécheresse. Donc on peut penser que ces normales, elles vont changer. Elles vont évoluer aussi. Alors, dans 20 ans, on aura pris en compte les températures des hivers que l'on vit maintenant. Donc, forcément, les normales, elles vont monter. Forcément, les normales, elles vont évoluer. Et donc après, mais si tout augmente, on sera toujours quand même en dehors des normales. C'est un peu ça. On sera toujours en dehors des normales. Voilà. De toute façon, c'est le but des moyennes. C'est de ne pas être dedans. Météo, climat. Alors oui. Donc la météo, on a bien compris que c'est plus ponctuellement, et un climat en fait se calcule sur une trentaine d'années, sur une génération, quoi. Tout à fait. Alors en fait, pour faire simple, la météo c'est l'analyse à court terme du temps qu'il fait. D'accord. Alors que le climat c'est l'analyse à moyen long terme du temps qu'il fait. Alors quand on était enfant, quand on était donc à l'école primaire, on apprenait le climat océanique, montagnard, méditerranéen. On apprenait ça, et nous, on savait que le continental, on savait qu'on était en climat montagnard, tendance continentale. Maintenant, on en est où, là ? Alors, on en est où ? On en est toujours que d'après les dernières vérifications établies par Météo France, on est toujours dans un climat montagnard, ce qui peut-être surprendre certains. Mais alors, pourquoi climat montagnard ? Ça se justifie par le fait que la température évolue rapidement en fonction de l'altitude, ce qui est vrai. Entre la vallée et le Reva, on a par exemple des différences de température bien sûr, importantes. Oui. C'est normal. Plusieurs degrés, ce qui est normal. C'est l'étagement altitudinal qui fait ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est quand même considéré comme un climat de montagne à ce niveau-là. On est aussi considéré dans un climat de montagne parce que la nébulosité est plus importante l'hiver que l'été. La nébulosité, c'est la couverture nuageuse. Elle est plus importante l'hiver que l'été. On a plus de soleil l'été que l'hiver. Et aussi par le fait que les précipitations sont plus importantes que la moyenne nationale. D'accord. Ça peut en surprendre plus d'un, mais Aix-les-Bains, il pleut plus qu'à Paris. Ça, faut quand même le savoir qu'en termes de quantité de pluie, c'est plus important parce que, comme on le disait tout à l'heure... Aix-les-Bains, il pleut plus qu'à Paris. Oui, en termes de quantité, il pleut plus qu'à Paris parce qu'en fait, vous avez le phénomène des reliefs, on disait tout à l'heure, qui va bloquer les précipitations, donc les pluies vont être plus importantes, les quantités vont être plus importantes. D'accord. Donc, donc on en apprend là. Et est-ce que ces définitions des climats qu'on a appris à l'école primaire vont changer, vont s'adapter aussi au changement climatique, au dérèglement climatique ? Alors, il y a eu des discussions effectivement des scientifiques sur ces sujets pour les faire évoluer. On parle maintenant parfois des climats des marges de montagne. Par exemple pour les préalpes, c'est-à-dire on n'est pas vraiment dans la montagne, on est un peu sur une marge, mais dans l'ensemble on reste quand même sur des climats continentaux, mais méditerranéens, océaniques, tout ça. On reste quand même sur ces climats-là. Les définitions vont peut-être être amenées à évoluer, mais on reste quand même dans ces termes-là. Alors, merci Mathis. En tout cas, pour toutes ces informations, on remarque quand même, et puis en 2023, c'est bien vrai aussi, un phénomène que l'on n'avait pas avant. Chez nous ici, c'est le vent. Il y a toujours de l'air, il y a toujours, alors sauf bien sûr dans les moments de canicule en plein été, mais dans nos campagnes, il y a toujours de l'air. Il n'y avait pas avant. Alors,
on est orienté nord-sud, donc voilà, on est dans un courant. Mais avant, quand on était enfant, on se souvient pas qu'il y a eu autant de vent, autant d'air. Maintenant, il y a tout de suite du vent. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont même dit, on a l'impression qu'il y a une montagne qui s'est écroulée et que le vent passe, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'on me dit. Alors effectivement, oui, il y a un peu plus. Alors, dans les faits, hein, par rapport aux données météo, on a plus de vent. Alors pas forcément plus de vent en termes de quantité, mais il est peut-être plus fort et plus sensible. Parce que justement, quand il y a des phénomènes météo plus intenses, le vent est plus violent, plus fort, donc on le ressent plus. À l'avant des orages, on le ressent plus aussi. Après les orages aussi. Enfin voilà. En fait, le fait que les phénomènes soient plus importants, plus intenses d'une manière nationale et mondiale, ça influence tous les courants. Donc potentiellement, il y a plus de vent au déplacement des fronts et des perturbations. Alors, d'accord. Comment se forme le vent ? Le vent, ça a l'air d'être tout simple pour Mathis. Alors ça a l'air tout simple. Effectivement, c'est assez techniquement et scientifiquement compliqué à expliquer. C'est des phénomènes, c'est des paramètres notamment liés à l'atmosphère, au conflit de masse d'air. C'est les grands courants, etc. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez technique, mais généralement c'est les perturbations, c'est les fronts, c'est la pression, c'est plein de choses qui rentrent en compte pour que le vent se forme. D'accord. Et le vent, au niveau de la planète, dans l'hémisphère nord, le vent va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je peux pas dire de bêtises. Et dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Alors, on a effectivement, il y a effectivement une différence entre l'hémisphère sud et hémisphère nord, ouais. Pardon. Et il y a aussi le sens des dépressions et des anticyclones, comme ils se déplacent aussi. Donc, en fait, tous ces phénomènes-là vont influencer effectivement le vent localement. En fait, c'est des phénomènes globaux, mondiaux, qui se déclinent en phénomènes locaux et qui en fait vont impacter localement, quoi. C'est toujours l'échelle globale, locale, quoi. Donc en 2023, voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut dire sur le bilan de l'année météo 2023. Où il y a encore des éléments à donner. Alors ça, c'était un peu le bilan global, et après on peut aller un peu plus finement sur les phénomènes, les trois phénomènes un petit peu principaux et marquants de l'année. Alors peut-être que vous vous en souvenez. Le 22 juin 2023, on a eu un orage. Alors c'est une situation assez classique, hein. C'était un orage d'été, comme on en a parlé tout à l'heure, qui est arrivé. On l'a vu venir. On était en plus en alerte orange. On l'a vu arriver l'orage. Mais encore une fois, l'alerte orange, on peut être placé en alerte orange, il peut ne pas avoir d'orage. Bien sûr, voilà. Parce qu'en fait, l'orage que j'ai dit tout à l'heure, c'est un des phénomènes les plus difficiles à prévoir, et notamment son intensité. On sait qu'il y a un risque d'orage fort ou violent. On ne sait pas par contre s'il va être violent en un point donné ou un autre. On peut très bien avoir un fort orage sur Aix-les-Bains et puis rien avoir sur Mouxy, ou alors être en bordure. Donc c'est très compliqué. Et donc cet orage, il a touché Aix-les-Bains effectivement vers 16h et il a provoqué des pluies abondantes. Et surtout, il faisait nuit, je me rappelle. On l'a vu venir, que ça allait être important. Et là, on a une rafale à 126 km/h. 126 km/h, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Alors, le plus gros coup de vent quand même qu'on a eu dernièrement... C'était un 1er juillet, non ? 1er juillet 2019. 2019, tout à fait. Ouais. On a eu une rafale à la capitainerie du Grand Port à 150 km/h. 150 km/h, je me rappelle de cette soirée, ça avait été particulièrement épique au niveau des arbres, au niveau des installations, des poteaux EDF et tout. Voilà, tout à fait. Là, ça avait été assez... Là, par contre, c'est un phénomène exceptionnel. Une telle rafale de vent n'avait jamais été observée ici. 150, non, là, on est vraiment sur quelque chose d'important. Et du coup, pour revenir donc sur l'événement de l'année dernière, donc on a eu effectivement cet orage assez important au mois de juin. 22 juin, oui. Tout à fait. Et après, on a eu un été très chaud. Ça, on peut pas le nier. On a eu, d'après Santé publique France, 4 canicules sur l'ensemble de l'été. Et la principale chez nous, c'était celle de fin août. Pourquoi ? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, elle s'est formée fin août, ce qui est assez exceptionnel pour une canicule. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus mi-juillet, mi-août. Ouais. Donc là, en fait, on a une sorte d'air chaud qui est remonté du sud. Ça a fait un dôme de chaleur sur l'Europe de l'Ouest, notamment sur la France. Et les températures, elles ont grimpé. Elles sont maintenant à des niveaux très élevés. Et on avait en plus du vent du sud. Donc, la sensation était vraiment suffocante. Suffocante, c'est le cas de le dire. Et on a atteint du coup le record de 40,5 degrés à la station de l'aéroport. Et donc le troisième événement aussi de 2023 sur lequel on peut disserter un peu. Alors c'est pas de la chaleur, c'est pas non plus de l'orage, mais c'est de la pluie. C'est la crue du lac qui n'aura pas échappé, notamment aux habitants de la Chautagne, bien sûr, malheureusement, avec des dégâts assez importants. Là concrètement, qu'est-ce qu'on a eu ? Alors je vais dire phénomène classique non, mais situation classique oui. Des fortes pluies pendant plusieurs semaines.
on a relevé en 3 semaines près de 2 mois de pluie, 250 mm d'eau, on va dire entre mi-novembre et début décembre, ce qui fait que les affluents du lac et le lac sont entrés en crue. Et du coup, on a dépassé le pic de crue du lac qui atteint les 3,07 m à la station Vigicrue. Donc c'était le plus haut niveau du lac depuis 33 ans. Et on a effectivement dépassé la crue de 2018, ce qui fait que les nouveaux totems d'ailleurs de crue qui ont été mis il y a pas longtemps, en fait juste derrière on a eu une nouvelle crue qu'il faudra graver dessus. Qu'il faudra graver dessus, en fait. tout à fait. Donc et en fait c'est un phénomène. Alors est-ce qu'il est exceptionnel? Pas forcément, ce sont des crues qui reviennent quand même. Enfin voilà, donc c'est pas exceptionnel parce qu'en plus on n'a pas eu non plus des dégâts, notamment sur Aix-les-Bains, on n'a pas eu non plus. Alors l'eau est certes passée au-dessus de l'esplanade, on a quand même eu des dégâts au niveau de l'esplanade en plus, mais on a quand même limité les dégâts et les conséquences humaines et matérielles. Eh ben, c'est passionnant cette émission sur la météo à Aix-les-Bains en compagnie de Mathis Brancard qui est passionné vraiment de météo et qui arrive à nous transmettre sa passion de la meilleure façon. On va faire une pause musicale après ce bilan en 2023 puis on parlera après des perspectives 2024 et je vous promets que vous allez connaître la météo de votre année 2024 dans quelques minutes, donc dans quelques secondes à Aix-les-Bains. On fait une pause Mathis et on revient tout de suite en direct sur Radio Grand Lac avec Météo Aix-les-Bains. Mathis Brancard, à tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour en direct dans cette émission spéciale météo à Aix-les-Bains, météo sur le territoire Grand Lac, en compagnie de Mathis Brancard, qui est un jeune Aixois qui est passionné de météo et vraiment on est surpris par son savoir, on est étonné et on est émerveillé par toutes les données qu'il nous donne et je ne doute pas qu'on va le retrouver plus souvent sur Radio Grand Lac parce qu'on a certainement des synergies à mettre ensemble entre Radio Grand Lac, la radio de proximité du territoire et puis la page météo Aix-les-Bains sur Facebook. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette page? Oui, tout à fait. Alors c'est une page météo qui a été créée il y a déjà quelques années mais qui est réellement active depuis à peu près 1 an et demi, je dirais depuis fin 2022. Aujourd'hui, on a 500 followers et en fait, on voit bien que le nombre de followers augmente quand il y a des phénomènes météo. Notamment la crue du lac, ça a intéressé beaucoup de monde de savoir si le lac allait augmenter ou pas. Et donc vu que moi je faisais mes prévisions, les gens étaient très intéressés. Et donc en fait cette page a pour but surtout de faire des bilans mensuels et trimestriels. Donc grâce aux données météo et par rapport au normal, et puis aussi d'essayer de prévoir les phénomènes météo dangereux et d'assurer un suivi lorsqu'ils se produisent. Est-ce qu'on a la météo des prochains jours ou non? Alors pour l'instant non, parce qu'en fait ça demande quand même ça demande du temps. Ça demande du temps et quand on est seul bénévole pour cette page, c'est compliqué. Alors merci Mathis, on a fait le bilan de 2023, on va parler des perspectives de 2024, mais avant, est-ce que tu peux nous donner pour qu'on comprenne bien les spécificités du climat à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget, autour du lac du Bourget, en sachant que même côté ouest ou est du lac du Bourget, ça change un peu, c'est normal, mais les grandes spécificités de notre climat. Oui, alors tout à fait. Alors comme on disait tout à l'heure, climat montagnard, donc déjà premier paramètre, les précipitations. On a une position d'Aix-les-Bains et de la vallée d'Aix-les-Bains entre 2 massifs. Ça favorise le blocage des perturbations qui arrivent souvent par l'ouest, donc influence océanique, bien évidemment, et qui provoque des cumuls de précipitations qui sont supérieurs aux moyennes nationales. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il pleut plus à Aix-les-Bains qu'à Paris, par exemple. Alors ça m'épate. Voilà. Et non, mais pourtant, il y a quand même une petite différence assez sensible. On doit être sur du 600-700 mm du côté de Paris. On est plus à 1000-1100. D'accord. C'est quand même plus. Et pour une centaine environ de jours de pluie par an. On peut dire qu'il y a entre 1 jour sur 3 et 1 jour sur 4 où il pleut à Aix-les-Bains. Un jour sur 3, 1 jour sur 4 où il pleut. Voilà, c'est ça. Bon, une centaine de jours de pluie par an en moyenne. Ça reste ou ça a tendance à changer? Alors, on pourrait croire effectivement que les précipitations ont tendance, vu qu'il y a des épisodes de sécheresse, à être moins importantes. Pour autant, quand on lisse sur l'année, voire sur plusieurs années, on voit que finalement, il n'y a pas tant de baisse que ça, puisque comme on le disait tout à l'heure, on a maintenant des printemps et des automnes exceptionnellement, voire des hivers exceptionnellement humides. Donc en fait, parfois ça rattrape l'été. En fait, les gens qui disent qu'il y a finalement 2 saisons, une saison sèche, une saison humide, c'est un peu le cas, c'est un peu vrai.
ces dernières années quand même. On n'a plus les 4 hiver, printemps, été, automne. On sent les transitions sont moins nettes, elles sont moins progressives. Sont moins nettes puisqu'on peut même encore avoir des périodes d'hiver au mois de mai, quoi. Oui, c'est assez compliqué, effectivement. Donc ça, c'était pour tout ce qui est précipitation. Et puis ensuite, vous avez également les orages. Donc les orages sur Aix-les-Bains, ils sont plus fréquents qu'ailleurs parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a les reliefs qui favorisent l'instabilité, oui. Et puis les perturbations qui viennent de l'ouest, qui viennent s'échouer sur nos massifs. Donc c'est fait qu'on a plus d'orages à Aix-les-Bains qu'à Paris, par exemple, pour reprendre Paris, ou même plus d'orages à Aix-les-Bains qu'à Lyon, plus d'orages à Aix-les-Bains qu'en Bretagne, bien évidemment, et plus d'orages que à Dijon ou à Lille. Oui. Les Alpes sont vraiment une terre orageuse de par les reliefs et l'instabilité grandissante. Les Pyrénées, pareil, quoi. Les Pyrénées aussi. Tout à fait. Donc voilà, oui. Et puis d'autres spécificités sur le climat aixois. Alors, ce qu'on peut également relever, alors qui est assez spécifique à Aix-les-Bains, notamment dans la prévision des phénomènes comme la neige et tout ça, c'est qu'on a un étagement d'altitude qui fait que c'est compliqué pour prévoir les perturbations neigeuses et les températures. Je m'explique. On a au niveau du lac une altitude de 230-240 mètres. 231, oui. Près de la mairie, on se rapproche des 300. Et puis en allant vers Mouxy, on est plus vers 400. Ce qui fait qu'on peut très bien avoir de la neige qui peut tomber sur les hauteurs d'Aix-les-Bains. Quand je dis les hauteurs, ça peut être le quartier Boncelin, tout ça. Et puis ne rien avoir à la mairie ou auprès du lac. Bien sûr. Donc, quand les prévisions météo justement disent il neige à Aix-les-Bains, c'est pas si facile que ça. C'est pas si évident. C'est ça. Hein? D'accord, donc ça, voilà. Et ça, quand on prend des sites météo, on ne les cite pas, mais c'est ce que tu disais un petit peu hors antenne, il n'y a pas forcément un humain derrière. Donc voilà, ça va pas pouvoir dire, il neige, en fait, il neige en Savoie, et il peut très bien ne pas neiger à Aix-les-Bains, mais neiger un petit peu plus haut, neiger à Mouxy ou à Puny-Châtenot. C'est ça, parce que c'est vrai que souvent, on dit que la moyenne, du moins qu'il y a une perturbation neigeuse avec de la neige en pleine à partir de 300-400 mètres. C'est bien joli de dire 300-400 mètres, mais vu qu'Aix-les-Bains est situé à cheval à 250, 350 mètres, 400, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Et en plus, sachant que les axes principaux de communication et l'activité est en fond de vallée, et c'est pas évident pour les météorologues qui sont pas forcément basés localement de pouvoir l'anticiper. Et même pour les météorologues locaux, comme moi aussi, c'est pas forcément simple non plus, parce que les modèles, ils restent globaux et on n'a pas forcément les spécificités locales. Ouais. Parfois, il faut connaître le territoire. Ça se joue à quelques degrés, quelques dixièmes de degrés. Pour qu'il neige ou qu'il pleuve. C'est ça, parce que parfois, on peut très bien avoir 2 degrés à l'air libre et puis finalement, il neige, puis parfois, il peut faire 2 degrés et il pleut. Parce qu'en fait, plus haut dans l'atmosphère, l'air est plus ou moins doux. Donc en fait, il faut vraiment regarder à tous les étages, quoi. C'est pas si simple que ça. Juste un petit aparté pour saluer un ami, Sébastien, qui travaille au casino d'Aix-les-Bains et qui nous dit qu'il fait un beau temps fixe du côté du théâtre du casino et qui salue Mathis pour la qualité de son intervention ce matin. Sébastien Rivolet, bien sûr que l'on salue chaleureusement. Alors, maintenant qu'on a posé donc voilà le climat et tout, perspective de 2024, on dit que le printemps météorologique commence après-demain. Le printemps commencera autrement le 20 mars, je crois. Environ, oui. C'est l'équinoxe. Voilà. Alors justement, différence entre équinoxe et solstice. Solstice d'été et d'hiver, équinoxe de printemps et d'automne. C'est quoi cette différence ? Mais c'est par rapport au soleil, le lever, le coucher, tout ça, effectivement, où il est le plus haut par rapport comment dire, au monde, quoi. Enfin, comment il se place, en fait. Voilà, tout à fait. C'est vrai que par rapport à l'univers, c'est l'alignement entre la Terre et le Soleil. Effectivement, tout à fait. Et donc, oui, on a ces différences, évidemment, sur les étés d'hiver, bien sûr, parce qu'il y a quand même des grosses différences. Outre le changement d'air, tout ça, effectivement, il y a des différences assez sensibles. Et pour revenir, par contre, sur 2024, parce que ça me fait penser aussi que l'année 2024, elle commence comme c'est fini de 2023, c'est-à-dire dans la douceur et dans l'humidité. En fait, on prend les mêmes et on recommence. D'accord. Globalement, le mois de janvier a été très doux. Faut dire les choses, trop doux. On a eu une période de froid, quoi. Voilà, il y a eu peut-être un -1, -2, -4 un matin, mais on a eu un petit goût de froid quand même au milieu du mois de janvier, mais c'est
Un coup de froid, c'est même pas un coup de froid, C'est insignifiant. C'est insignifiant. C'est quelque chose qui est normal en fait. Oui, tout à fait. Voilà. En fait, on a tellement plus l'habitude que dès qu'on dit coup de froid, oulala. Oui, tout à fait. Ça y est, on a trouvé le seul météorologue qui dit que c'est normal qu'il fasse froid en janvier. Oui, peut-être parce qu'il est aixois, mais parce qu'il est aixois, tout à fait. Parce qu'il a vraiment les pieds sur terre, celui-là. Voilà, c'est ça. Et février, j'ai pas encore regardé parce qu'on est en train de terminer le mois, mais globalement, on s'oriente vers la même chose, c'est-à-dire un mois de janvier exceptionnellement chaud, certainement peut-être le plus chaud du côté d'Aix-les-Bains depuis le début des relevés au siècle dernier. Et par contre, côté pluie, on serait plutôt proche des moyennes cette fois-ci. Donc, d'accord. Moins de pluie, mais toujours autant de douceur. Donc, et malheureusement, j'ai bien peur que ce soit on ait des moyennes effectivement même ces prochains mois qui restent un peu plus douces. Oui, d'accord. Ou même si c'est un peu plus frais, on sera jamais à des déficits ou à des négatifs importants. D'accord. Donc mars commence vendredi. Tout à fait. Le printemps météo, c'est mars, avril, mai, puisqu'après le 1er juin commence l'été. Alors, quelles sont les grandes tendances? Est-ce qu'on peut donner les grandes tendances du printemps 2024 sur Aix-les-Bains et notre territoire? Alors, Mathis, généralement, on t'écoute là. Alors, oui. Et on salue Christine, on embrasse Christine Saint-Agne, voilà, qui a permis que tu sois là ce matin, et on lui dit un immense merci. On t'écoute. Oui, alors les grandes tendances, moi généralement, j'aime pas trop m'avancer dessus. Trop tard. Voilà, trop tard maintenant. Tu es là maintenant, tu te débrouilles. La perche est tendue, on l'a saisie. Non, en fait, pourquoi? Parce que les tendances, ce sont des modèles globaux, ce sont des scénarios sur le long terme qui se basent sur les données climatiques. Bref, voilà, c'est assez compliqué. Avoir des épisodes. Plus les influences des courants globaux. C'est un ensemble de paramètres présents, passé, futur qu'on prend en compte pour faire des grandes tendances. Globalement, ce qu'on observe, et je pense pas trop me tromper là-dessus quand je vais l'annoncer, c'est globalement il prend les pincettes là. On s'oriente quand même. Je peux vous dire, il prend les pincettes là. Là, on n'est pas dans quelque chose d'exact. Non, en fait. Bien sûr. C'est pour ça, mais globalement, on s'en certainement vers encore de la douceur durant le reste de l'année. Malheureusement, j'ai presque envie de dire. Si l'été prochain il fait plus frais que la moyenne, moi je serais presque content en fait, parce que ce serait bien, ce serait bénéfique pas que pour nous, ce serait bénéfique aussi pour la nature, enfin pour tous les êtres vivants, pour la nature en général, et donc ce serait aussi important qu'il y ait un peu de fraîcheur et des périodes de fraîcheur un peu plus longues, surtout. Donc mais apparemment, on ne s'oriente pas vers ça, quoi. Disons que quand on regarde les années passées, si on fait une moyenne lissée, même sur de la prospective future, c'est pas ce vers quoi on tend. Après, c'est toujours difficile, effectivement, de dire au mois de mai il fera ce temps-là, au mois de juin il fera ce temps-là. Moi, je conseille pas aux gens de planifier leurs vacances en fonction des prévisions saisonnières, au risque de grandes déceptions, comme on en a souvent. Oui, parce que c'est pas parce qu'on dit que le printemps sera plus doux qu'il peut pas faire une période de froid à la fin avril avec même un petit coup de neige, et voilà. Et c'est pas pour ça qu'il faudra dire que les prévisions ne sont pas bonnes. Hein. En plus, voilà, parce qu'on va être plus sur du long terme, donc plus sur des choses de lissées, tandis que la météo à 1 jour, 2 jours, 3 jours sera très variable, mais du coup on sera pas sur du long terme, donc on va dire qu'il y aura des changements qui peuvent survenir rapidement, alors que sur des périodes longues, on va pas être capable de dire tel jour il fera tel temps. D'accord, donc les tendances sont quand même plutôt vers un printemps peut-être, alors niveau sécheresse, pas forcément sec, mais quand même doux. Voilà, c'est ça. On aura, en fait, ce qu'on constate un petit peu depuis quelques années aussi, et qui risque de se répéter, c'est-à-dire qu'on a des périodes perturbées, des périodes sèches, parfois assez marquées. Il peut ne pas pleuvoir pendant X temps et pleuvoir beaucoup pendant X temps, mais le tout, généralement, dans la douceur. Ce qui n'exclut pas qu'au passage de fronts froids actifs, qu'on ait des baisses de température, mais souvent, ça ne dure pas plusieurs jours, quoi. Ça reste ponctuel, quoi. C'est des périodes de fraîcheur, 1 jour, 1 journée, 2 jours, voilà. Alors qu'une semaine ou deux de fraîcheur ferait du bien aussi. Oui, tout à fait. Mais on ne va pas vers ça. Voilà. Et pour en revenir justement à la fiabilité des prévisions, c'est aussi un point qui est important. La météo, pour moi, c'est 1, 2, 3, 4 jours. Dire, par exemple, que dans une semaine ou dans une semaine et demie, il fera beau ou il fera mauvais, moi, je ne le signe pas en bas de la page. Et n'importe quel météorologue ne signera pas en bas de la page parce qu'on sait très bien comment ça évolue rapidement. Alors, on voit maintenant justement les sites météo qui font leurs prévisions à 12 jours et ils peuvent annoncer tout et leur contraire. On voit que ça évolue avec des grosses pluies, même de la neige, puis ensuite ça passe au beau temps, puis ensuite ça repasse à la pluie, puis après c'est couvert. Les températures, ça va de moins à plus 10. Enfin voilà, c'est totalement faux, quoi.
c'est totalement faux. Tout à fait, parce qu'en fait, on a aussi des sites météo, alors pas les plus professionnels et les plus connus, mais on a des sites météo qui, en fait, se basent sur des données brutes. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'expertise derrière. Donc, en fait, c'est presque des robots qui mettent les grilles de prévision. Ouais. Donc, ça prend pas en compte du tout les spécificités locales. Ouais. Et puis, si le modèle vient à faire une erreur, il n'y a personne derrière pour vérifier ce qu'il dit. Donc, en fait, on est en fait sur des tendances, sur des prévisions, mais qui ne seront qui ne seront jamais fiables, en fait. Donc, il faut vraiment regarder, il faut vraiment analyser. Alors, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, des sites météo où il y a tout le temps quelqu'un derrière, il y en a quasiment pas. Oui. Ou alors, il faudrait un site météo. Ça, c'est important à dire, ça. Il faudrait vraiment un site météo local, en fait, un météo Savoie, météo Aix-les-Bains. Oui, voilà, un site avec quelqu'un qui est basé sur place. C'est peut-être un site que Mathis Brancard va bientôt créer. Alors, j'avais effectivement, à une époque donnée, essayé d'en créer un. Après, c'est toujours pareil, il faut un suivi derrière, il faut aussi que ça prenne, il faut que les gens soient là. Donc, c'est tout un système à mettre en place. Communiquer sur Radio Grand Lac, il n'y a pas de problème. Alors, dans les perspectives de 2024, alors on a tous connu dans notre jeune temps nos anciens qui avaient leur dicton, leur dicton météo. Et là, pour Pâques qui arrive, on a toujours entendu dire que le temps des rameaux, donc la semaine avant Pâques, le dimanche avant Pâques, était le vent qui allait gouverner l'année. Donc s'il y avait la bise le jour des rameaux, c'était plutôt une belle année puisque la bise, elle amène le soleil. Si c'était le vent d'ouest, ça allait être une année plutôt perturbée. On a toujours entendu dire que la semaine sainte, donc entre le dimanche des rameaux et Pâques, c'était la grande semaine. Ils appelaient ça parce que c'était toujours une semaine où il faisait froid, où il pleuvait, où il neigeait. Et puis, j'allais venir sur les saintes glaces. Bien sûr, ma mère servait Pancrace, donc au mois de mai. Et il ne faut rien faire avant les saintes glaces. Et c'est vrai que quand on regarde, on a quand même des tendances sur ces saintes glaces. Moi, j'y fais gaffe chaque année où le temps est presque un peu plus perturbé, un petit peu plus froid. D'où ça vient? Est-ce que ça vient d'une croyance populaire? Est-ce que ça vient sur des données? Voilà. Et est-ce que ces perspectives, ces dictons, on peut encore les écouter ou pas? Alors, qui dicton dit effectivement souvent croyance populaire, souvent c'est pas corrélé avec les données statistiques et scientifiques. On voit bien qu'au sein de glace, on n'a pas du gel l'année dernière. Au sein de glace, il n'y a pas eu de gel. Enfin, oui. On voit bien que ce n'est pas corrélé, Noël au balcon. Enfin, tous ces dictons-là existent. C'est une croyance populaire. Tout le monde les connaît, tout le monde les sait, tout le monde les dit. Pareil, quand il faut planter tel ou tel légume, etc. Dans les faits, ce n'est pas avéré, ce n'est pas corrélé quand même. Scientifiquement, il n'y a rien qui le prouve. Il n'y a rien qui le prouve. Enfin, on pourrait le prouver en comparant toutes les données. C'était peut-être vrai à une époque donnée. Oui. Parce que à l'époque, on a vraiment des saisons marquées. Donc, les dictons pouvaient s'appliquer mieux. Aujourd'hui, c'est moins vrai parce que, comme on le disait tout à l'heure, les saisons sont moins claires, sont moins nettes. Donc, en fait, et même ces dictons tendent parfois à se perdre un peu. On voit bien que les gens ne suivent plus forcément à ces dictons-là pour faire le jardin, pour tailler les toits. Oui, tout à fait. On est moins calé là-dessus quand même, ce qui montre bien qu'il y a effectivement un changement dans les saisons. Et puis avant, il y avait le rôle aussi donc de l'agriculture où tout le monde était paysan, donc tout le monde travaillait avec la nature et donc en fonction de la nature, et donc c'était des grandes évolutions au niveau de chaque mois, au niveau de chaque saison. Parce que les mois étaient plus clairs, les saisons étaient plus claires. Aujourd'hui, c'est moins le cas, donc les dictons s'appliquent moins bien. Et donc, on n'a aucune tendance qui peut nous prouver que ces saisons plus marquées, plus différenciées vont revenir dans un futur plus ou moins proche. C'est pas effectif. Alors effectivement, je réfléchis en même temps que je vous parle. Je vois. C'est pas forcément très clair, parce qu'encore une fois, sur une science qui n'est pas forcément exacte, ça on le sait très bien. En fait, on a souvent, c'est ce que je dis tout à l'heure, on a des tendances lissées sur le long terme. Après, je pourrais pas vous signer en bas de la page qu'en 2026, on va retrouver les 4 saisons. Ça va vraiment évoluer en fonction de plein de phénomènes qui parfois ne peuvent pas s'anticiper quelques années avant. Donc en fait,
c'est assez incertain quand même. Même si en fait on peut dire qu'il y a une tendance, on pourra pas dire ce qui est d'ailleurs la définition même du climat, c'est une analyse du temps long sur le long terme. C'est une analyse, voilà. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce sont des probabilités, quoi. Ce sont des probabilités, ce sont des tendances sur plusieurs décennies, ce sont des moyennes lissées sur une période donnée. Donc en fait, on ne pourra pas, comme la météo qui est à 2 jours avant ou alors 2 jours après, où là on peut dire plus clairement et plus précisément. Dans notre histoire, notre pays a connu des saisons chaudes, des périodes chaudes et des mini-ères glaciaires. On se rappelle, enfin non, on ne se rappelle pas, mais on se souvient tous de l'ère glaciaire qu'il y a eu 1775-1788, qui a même été une des causes de la Révolution française, puisque il y avait plus de récolte, et même dans les actes aux archives départementales de la Savoie, on peut lire que les pommes de terre qui étaient plantées gelaient en terre. Donc cette mini-ère glaciaire qui a quand même duré une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, il y a 2 siècles et demi. Est-ce qu'on peut revivre ça maintenant? Alors c'est vrai que en fonction du dérèglement climatique et tout. Alors c'est vrai que ces périodes-là, ça a été compliqué. Il y en a quand même des crises, famines, etc. Bien sûr, voilà. Une des causes de la Révolution française. Exactement. Et en fait, c'est une sorte de cycle. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Donc un cycle, ça peut revenir, quoi. Alors ça peut revenir. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi quelque chose qui se rajoute en plus, c'est l'activité humaine, bien évidemment, qui à l'époque était quand même bien moins influente climatiquement parlant. Oui, tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, elle rentre plus en compte dans les tendances et les prévisions à long terme. Donc ce qui fait que c'est plus compliqué effectivement, d'une part pour anticiper et prévoir les phénomènes, que ce soit à moyen ou long terme. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement, on va plus vers, comme j'ai dit tout à l'heure, un réchauffement. Peut-être qu'à la fin de cette période de réchauffement, on pourra peut-être revenir dans une période plus normale ou peut-être une période plus froide. Ça, c'est possible. Oui. Mais ça, on peut pas le prévoir, ça, bien sûr. C'est compliqué à prévoir. On pourrait le prévoir peut-être en se plongeant dans des études statistiques, mais on aura souvent des avis qui vont des avis qui vont pas forcément être en accord en plus, donc il va falloir prendre d'un côté un peu de l'autre puis faire une sorte de mixte, quoi. Donc en fait, on sera jamais sur quelque chose de très fiable parce que chacun effectivement a sa manière de voir les choses, comme sur le dérèglement, le changement et le réchauffement climatique. Alors justement, quel est ton sentiment par rapport à ces personnes que l'on appelle climato-sceptiques, qui ne croient pas donc au dérèglement climatique, au réchauffement climatique? Est-ce qu'il faut quand même avoir conscience que nos climats changent, que notre monde change, que le Gulf Stream n'a peut-être plus la même influence qu'avant, il influence peut-être plus, et que oui, il y a des changements, et que l'être humain, que les collectivités locales, que les professionnels doivent s'adapter. Intégrer, effectivement, doivent intégrer, tout à fait. Dans leur manière de, oui. Alors effectivement, aujourd'hui, on entend beaucoup les mots changement climatique, réchauffement. On les entend un peu tous à différentes sauces et prononcés par différentes personnes différemment sur différents sujets à différentes périodes. Alors, on peut pas nier le fait qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, puisque quand même, quand on regarde même les données statistiques, à Chambéry-Aix-les-Bains, dans les années 80, la moyenne journalière c'était 11 degrés en température. Aujourd'hui, on est à 12. Vous allez me dire, oui, mais 1 degré, c'est important. 1 degré, c'est extrêmement important. Et en plus, c'est pas si vieux, les années 80. Ouais. Aujourd'hui. Donc, mais 1 degré, c'est extrêmement important. Toi, tu t'en rappelles pas, mais nous, moi, je m'en rappelle pas. On s'en rappelle. C'est les données qui me le rappellent. Et voilà, donc, on peut pas nier le fait qu'il n'y ait pas un dérèglement climatique. Après, en fait, les climato-sceptiques, eux, ce qu'ils prennent plus en compte, c'est le fait que ce soit normal par rapport au fait qu'il y ait des cycles météo, des cycles climatiques. Voilà. Ils prennent pas forcément en compte l'impact des activités humaines dessus. C'est un peu ça, en fait, tout à fait. la différence. Après, effectivement, oui, on observe un réchauffement sur le long terme. Et en plus, on peut dire climatique, puisque le climat, c'est environ une moyenne de 30 ans, 30, 40, 50 ans. Et si on étale sur 30, 40, 50 ans, oui. Ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. Et oui, on voit bien que globalement, la courbe est à la hausse. Donc, pour nos agriculteurs, pour nos familles, pour nos entreprises, pour nos collectivités, de nouvelles sécheresses. Et de nouvelles des sécheresses sont à craindre chaque été, j'ai envie de dire. Alors,
Oui, en fait, maintenant, il va falloir un peu s'adapter et prendre en compte le fait que potentiellement, on risque d'en avoir plus régulièrement, plus souvent. Mais je vois que déjà depuis quelques années, les collectivités et les agriculteurs essayent de s'adapter. Ils récupèrent les eaux de pluie. Tout à fait, voilà. Les collectivités favorisent les espaces verts, les surfaces moins... On bétonne moins, Voilà, moins c'est de ça. goudron pour des espaces verts et puis on plante des arbres. On essaie évidemment au maximum de moins goudronner. Après, quand c'est en termes d'accessibilité, les routes, on peut pas les faire non plus. Bien sûr, non. Donc c'est pour ça que faut quand même tout prendre en compte là-dedans. Mais oui, chaque professionnel effectivement s'adapte parce que chaque professionnel est conscient des évolutions comme nous. Il y a quelques jours, un ancien ministre a dit qu'en 2030, toutes les stations de moyenne montagne comme nous, le Revard et la Fécla, seraient mortes. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la neige? Alors, apparemment, il doit neiger dimanche. Apparemment, il doit neiger dimanche au Revard, même jusqu'en, Jusqu'à quelle hauteur? À peu près jusqu'à 1000 mètres? Jusqu'à 800 mètres? Les prévisions ont assez changé, mais certainement en bas du Revard, 800 000 mètres, quelque chose comme ça. D'accord, donc on a un petit coup de fraîcheur, mais du coup ponctuel. Dimanche, mais ça va permettre de poser quelques dizaines de centimètres, je pense, au Revard. Il faudra affiner ça ces prochains jours. Voilà, mais normalement oui. Donc, bonne nouvelle pour le Revard en tout cas dimanche. Quel est ton sentiment toi par rapport à l'évolution du climat et à l'avenir des stations de moyenne montagne? On en a plein en Savoie et sur notre territoire bien sûr. Alors en effet, force est de constater déjà toutes ces dernières années, cette dernière décennie un petit peu, le manque de neige, elle s'est fait ressentir pratiquement tous les hivers. Je ne vais pas dire tous les hivers, parce qu'il y a quand même quelques bons hivers, mais dans l'ensemble, à comparer des années 80, 90, même 2000, ça n'a strictement rien à voir. Et malheureusement, on s'oriente, notamment sur ces deux, trois dernières années, à avoir vraiment un manque de neige qui est très important. Et puis en fait, ce que les professionnels, surtout des stations de ski mettent en avant, c'est le coût. En fait, on en revient toujours à là. C'est l'entretien, c'est que c'est extrêmement cher le fonctionnement d'une station et notamment tout ce qui est équipement. Et en fait, l'économie va rattraper tout ça dans le sens où les professionnels, s'ils n'arrivent pas à ouvrir sur une saison complète ou même sur sur de bonnes périodes, notamment les vacances scolaires, ils s'y retrouvent plus. Donc économiquement, c'est plus valable. Et effectivement, malheureusement, ces prochaines années, si on a la répétition du temps qu'on a, même juste une répétition du temps qu'on a déjà eu ces dernières années, malheureusement, les stations de basse moyenne altitude vont être en difficulté. On arrive bientôt au terme de cette émission spéciale météo à Aix-les-Bains et sur notre territoire Grand Lac avec Mathis Brancard qui est passionné et qui en plus est passionnant. Merci Mathis, et tu vas pas nous quitter comme ça. Je pense que tu as toute ta place à prendre avec nous. Une question, alors tu nous disais que tu étais devenu passionné de météo à travers l'étude des phénomènes violents. Quand on était enfant, on entendait parler d'un phénomène dans les grandes plaines des États-Unis, c'était les tornades. Maintenant, donc on voit les dégâts et même les ouragans. On voit les dégâts que ça peut faire en une seconde, en quelques secondes. Et maintenant, on voit que ces tornades arrivent dans le nord de la France, arrivent dans l'est de la France, arrivent dans l'ouest de la France, arrivent dans le centre de la France. Est-ce que climatiquement, est-ce que scientifiquement, on pourrait avoir une tornade qui traverse Aix-les-Bains, qui traverse Vauglan, qui traverse la Motte, Servolex? Est-ce qu'une tornade chez nous, ce phénomène violent extrême, est possible? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en plus, Merci Mathis. Les tornades sont effectivement des phénomènes passionnants et surtout extrêmes. Passionnants pour les météorologues et tous ces gens-là, mais surtout extrêmes et dévastateurs. Ça fait partie, voire c'est le pire phénomène météo. Alors, faut savoir que la tornade se forme dans des conditions quand même bien particulières, très instables. En fait, c'est le nuage d'orage, c'est le cumulonimbus, et dedans on a des courants. Alors, je vais pas entrer scientifiquement dans les détails, mais en fait, on a des forts profils, des forts courants ascendants, descendants d'air, et qui vont déstabiliser l'air dans le nuage. Et on a, lors de cas très typiques, la formation de tubas, qui sont en fait l'amorce d'une tornade. En fait, une tornade, c'est quand ça touche le sol. D'accord. Quand la trombe qui descend, quand le tuba qui descend du nuage touche le sol, on parle de tornade. Par contre, on peut voir des tubas juste dans le ciel, mais ils ne touchent pas le sol, donc ils sont inoffensifs pour nous. D'accord. Une tornade, c'est quand le courant d'air qui descend, je fais très schématiquement, quand le courant d'air descend du nuage, il touche le sol, on a une tornade.
Effectivement, il y en a eu de plus en plus ces dernières années dans la France. Oui, qui sont violentes et qui sont courtes, quoi. Voilà. Hop, une tornade est de toute façon toujours violente parce qu'elle va créer des dégâts. Alors, quand c'est dans un champ, c'est dommage pour l'activité agricole, mais on a moins de conséquences humaines. Par contre, si c'est en ville, on est d'accord que c'est bien plus. C'est à travers des maisons, ça emmène tout, quoi. Tout à fait. Alors. Pour quand même rassurer un petit peu, des tornades à Aix-les-Bains, c'est peu probable. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des situations de massif. Oui. Donc ça coupe la tornade, quoi. C'est ça, en gros, pour faire très simple, ça coupe la tornade. Alors que dans les plaines, il y a plus de chances que le tuba touche le sol et qui prennent ensuite de la vitesse et de la vigueur et qui se déplace. Mais dans les secteurs de relief, tout ça, la probabilité de tornade est extrêmement faible, voire nulle. Par contre, sur le lac du Bourget, on a observé une trombe marine. Oui. L'été dernier, lors d'un orage, si je me souviens bien. C'est un petit ouragan, quoi. En fait, c'est une tornade qui est sur l'eau. On appelle ça une trombe marine. Quand le tuba touche l'eau, c'est une trombe marine. Donc c'est un tout petit tube, donc il n'y a pas eu de dégâts, ça n'a même pas tant fait parler que ça, mais il y a une ou deux vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et effectivement, on voit bien un tuba qui touche l'eau, donc une trombe marine. En fait, c'est comme une tornade sur la terre, sauf que c'est sur l'eau. Donc ça c'est possible qu'on en ait sur le lac, qu'il y ait des trombes marines, mais ça reste quand même exceptionnel. En France, déjà, ça reste exceptionnel, même si c'est amené effectivement à être malheureusement, avec le réchauffement de l'atmosphère, c'est plus instable. Donc, on a des paramètres qui font que les orages pourront être plus violents. Donc, potentiellement, qu'il y ait des tornades qui se développent. Ça, c'est pas impossible. Oui. Et ça risque d'ailleurs peut-être de s'intensifier. Mais dans nos secteurs à nous, la probabilité est plus faible, notamment qu'elles se développent et qu'elles prennent de l'ampleur parce qu'on est dans des zones de relief. Merci beaucoup. C'était Mathis Brancard, un passionné de météorologie, un Aixois. Et donc, redis un mot sur ta page Facebook. Oui, page Facebook Météo Aix-les-Bains. Qu'il faut liker. Hein. Voilà, qu'il faut les liker. Tout à fait, pour suivre les phénomènes et les bilans climatiques. On va l'annoncer également sur nos réseaux parce que c'est passionnant. Merci Maxime d'être venu. Cet après-midi, quel temps il va faire sur Aix-les-Bains en quelques secondes ? Un peu ce matin, c'est-à-dire un peu mitigé, quoi. Un peu mitigé. Demain, plus de soleil. Et ce week-end, par contre, il fait pas très beau, principalement dimanche. D'accord. Et donc, et la semaine prochaine ? La tendance de la semaine prochaine. Alors, ça commence déjà à être incertain parce que le scénario évolue, mais on pourrait peut-être aller vers du meilleur temps un peu plus sec la semaine prochaine. D'accord. En tout cas, on a bien compris à travers cette émission quelles sont les spécificités du climat de la météo Aix-les-Bains dans notre territoire. Il est midi. On laisse la place à Maxime pour son flash info local, national et la météo, justement le bulletin météo à 12h15. C'est Joe pour le jeu du mouvement pour réapprendre à être en pleine forme à travers les gestes du quotidien. Et à 17h, c'est Camille et Julie qui seront là pour Place au possible. Merci beaucoup, Mathis. On ne te dit pas au revoir, on te dit à bientôt. Parce que tu as toute ta place ici au sein du grand bain de la vie locale. Bon appétit à toutes et à tous. Et merci encore, Mathis Brancard.